Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors, aujourd'hui, je suis chez Léo Care à Rennes avec Audrey. Salut Audrey. Salut Florent. T'as bien ? Ouais, et toi ? Bon. Merci en tout cas de venir jusque chez nous pour qu'on puisse échanger ensemble ce matin. Avec grand plaisir. Audrey, tu es People Development Manager chez Léo Care donc depuis 2022. Tu es une vraie rebelle. Il paraît. De la SurTech, on va y revenir. Tu as 30 ans, tu incarnes parfaitement l'esprit jeune et dynamique de cette scale-up en pleine croissance. Tout à fait. Mais tu es passionné par le recrutement, mais tu ne contentes pas de vendre du rêve. Tu cherches à faire rêver les candidats. On va revenir aussi sur ça. Oui. Ton approche est loin d'être conventionnelle. Alors, il suffit juste de regarder ta photo sur ton profil LinkedIn. Je mettrai le lien du profil LinkedIn d'ailleurs dans le résumé. Du smiley, de l'humour, de la créativité. Oui. Ce qui est assez rare dans le monde du recrutement. Donc ça, c'est plutôt chouette. À côté, tu es formatrice aussi dans une école qui est l'ESG. Tu pourras peut-être nous en reparler si tu en as envie. Oui. Ce qui te permet de partager ton expertise en recrutement, en marketing RH avec les plus jeunes générations. Et ton objectif, et ça, je trouve ça important, c'est de construire une culture d'entreprise forte tout en visant la parité 50-50 d'ici 2026. C'est ça, d'accord ? Exactement. Pas toujours simple dans le monde de la tech d'avoir de la parité. Donc, un vrai enjeu. En tout cas, tu es la preuve vivante que le recrutement peut être aussi fun que stratégique. Eh ben, j'espère que tu es prête à nous embarquer dans l'aventure et dans la galaxie Léo Care. Eh ben, c'est ça. Bienvenue en tout cas. Ouais, ok. Alors, déjà, avant toute chose, Audrey, avant qu'on rentre effectivement sur Léo Care, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, ton parcours, ce qui t'a amené au poste que tu occupes aujourd'hui ? Ça marche. Donc moi, j'évolue dans le monde des RH depuis bientôt, je dis bien bientôt, plus de 10 ans. J'étais pas du tout prédestinée au monde des RH. J'étais plutôt partie pour un poste de commercial. Mais finalement, ça s'imbrique bien d'être commercial aussi dans le monde des RH. Je le dis très souvent, on est aussi là pour embarquer les équipes et les collaborateurs et versus les candidats dans une aventure, dans une entreprise. Donc voilà, j'ai évolué classique dans ma formation, licence RH, master RH. J'ai commencé mes débuts dans l'intérim, donc plutôt en agence sur Rennes. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que le secteur de la tech était quand même un secteur bien développé sur le bassin rennais. Alors vraiment, en toute transparence, je n'y connaissais rien. C'est-à-dire que parfois, il y a des recruteurs qui devent par passion. Moi, c'était pas du tout le cas. Même pour vous dire, j'ai encore les repas de famille où on me dit « Ah oui, c'est les techs, c'est quoi ? C'est l'informaticien ?» Enfin bref, clairement, personne connaît ce domaine-là, en tout cas personnellement, dans mon cadre perso. Et donc, j'ai eu l'opportunité et la chance d'intégrer un grand groupe à l'époque qui s'appelait Altran, qui maintenant a été racheté par Capgemini, où là, vraiment, j'ai découvert des plus basiques des métiers, d'abord du monde du test logiciel, puis du développement web. Et puis, en fait, j'ai pris passion, non pas par le métier, mais je pense par les candidats que je rencontrais. Okay. Des gens passionnés, qui me racontait parfois des choses où vraiment, je vais être très transparente, je n'y connaissais rien, ils n'y comprenaient rien. Très drôle d'ailleurs quand les tout premiers recrutements où on sent les personnes qui ont envie de nous balancer tout son lexique de stats techniques où moi vraiment je nageais. Mais finalement, de fil en aiguille, je pense qu'une personnalité comme la mienne, un peu extravertie de temps en temps quand même, un peu rebelle, avec un monde de tech qui parfois alors,
ils sont fun, je dis pas le contraire, mais il faut quand même creuser. Ce sont des personnes où on demande à creuser une carapace parfois. Donc je pense que mon énergie et je dirais mon mindset a plutôt bien fonctionné. Et puis rapidement, j'ai évolué aussi dans des mondes plutôt des ESN, donc dans les cabinets de conseil. Et puis en 2022, j'ai été contactée par une recruteuse qui était chez Les Hawkers pour rejoindre l'aventure sur un poste de responsable recrutement. Où vraiment, pour le coup, je vais être aussi transparente cette fois-ci, c'est que j'avais peur de sortir du monde de la tech parce que j'arrivais dans un environnement d'entreprise où il y avait à la fois le monde de l'assurance et à la fois le monde de la tech. Oui, il n'y a pas que de la tech chez Les Il n'y a Hawkers. pas que de la tech chez Les Hawkers, ok. c'est ça, c'est important de le dire, c'est vrai. Et donc vraiment, ma crainte, c'était de me dire, ok, mais moi, j'avais un profil depuis plus de 4 ans vraiment focus tech et j'avais vraiment peur d'en sortir parce que j'aimais bien ça. Mais finalement, chez Les Hawkers, il y a quand même aussi une grosse ADN tech dans notre cœur de métier. Donc, j'ai suivi l'aventure. Je suis arrivée en septembre 2022 sur un poste de responsable recrutement dans une entreprise en hyper-croissance. À l'époque, il y avait combien de personnes chez Les Hawkers ? À l'époque, quand je suis arrivée, on tournait autour de 70-80 personnes. Ok. Clairement, en 2022, on a fait entre 80 et 90 recrutements sur l'année. Donc, ce qui était énorme. 2023 également. Et puis, à partir de 2024 et 2025 actuels, on est plutôt aux alentours d'une vingtaine, voire une trentaine de collaborateurs. L'hypercroissance étant passée, on fidélise énormément nos collaborateurs. Mais un enjeu aussi fort d'arriver dans un environnement que je ne maîtrisais pas, c'est-à-dire le monde de l'assurance. Et puis, comprendre aussi ce qui est deux mondes qui ne sont pas censés se rencontrer, je pense, dans d'autres entreprises. Le monde de l'assurance, le monde de la tech, qui travaillent au quotidien sur un même plateau. J'étais curieuse de découvrir ce monde-là. Et puis aussi curieuse de sortir du monde des ESN. J'affectionne énormément ces entreprises-là, par plein de compétences en tout cas que j'ai pu développer dans mes différents postes. Et finalement, je pense que ça sert aussi dans un environnement d'entreprise de culture un peu PME comme celle qu'on a aujourd'hui chez Les Hawkers, sur le côté agilité, le côté aussi polyvalence qu'on retrouve énormément en ESN. Et finalement, bon, on va pas se mentir aussi, on a Noureddine et Christophe qui sont nos deux cofondateurs, qui connaissent très bien l'ADN des ESN également, qui aident aussi dans notre quotidien. Voilà, un peu pour vous partager mon humble parcours. Alors désolé si je tousse, mais je sors d'une petite crève, donc il reste encore des restes. Aujourd'hui, tu n'es pas responsable recrutement. Tu as évolué au sein de Les Hawkers. C'est vrai. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis 2022 ? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc j'ai été responsable recrutement pendant plus d'1 an et demi. Je suis ensuite partie en congé maternité pendant un bon bout de temps puisque j'ai fait naître 2 petites jumelles. Donc j'ai eu un peu de temps de stand-by. Félicitations. Ouais. Merci. Et donc je suis revenue en septembre 2024 avec un rôle en fait de People Development Manager où là vraiment mon rôle majeur c'est avoir, comme tu l'as dit au tout début, une culture forte d'entreprise. Et puis surtout, accompagner, ça c'est vraiment important, au quotidien les collaborateurs dans leur environnement de travail, dans leur carrière aussi, comment ils peuvent évoluer chez Les Hawkers, et puis au quotidien d'être vraiment le référent pour l'accompagnement, l'épanouissement. Ça, c'est vraiment important pour moi et la fidélisation aussi des collaborateurs. Donc, on va dire que le recrutement fait toujours partie de mes tâches et de mon quotidien. C'est important. Je suis garant, en tout cas, de toute personne qui rentre chez Les Hawkers. Je suis la première personne qui les rencontre. Donc, assez fière quand même. Et puis, derrière, c'est aussi de les suivre. C'est pas, le recrutement ne s'arrête pas juste en se disant bienvenue le premier jour, mais c'est de suivre le collab, de faire en sorte qu'ils se plaisent bien, qu'ils s'épanouissent. Donc ça, c'est un enjeu assez fort pour moi sur l'année 2025 et 2026 à venir. Donc d'où le fait d'avoir pris un poste plutôt de dev RH depuis maintenant quelques mois. Et l'équipe RH est constituée comment au sein de Les Hawkers ? On est 3. Ok. On a Lucie, du coup, que je fais un petit big up, qui est, elle, en congé maternité en ce moment, qui reviendra bientôt, qui est RRH chez Les Hawkers. Audrey, qui est assistante RH aujourd'hui. Et puis moi, du coup, sur la partie vraiment culture, recrutement et développement de carrière. Ouais, donc une team assez resserrée, quoi. C'est ça, exactement. Okay. Chacun a un peu ses différentes compétences. Ok. Tout le monde ne connaît pas Les Hawkers. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu veux, sans vraiment en très court, en une petite minute, pitcher Les Hawkers ? C'est ça, exactement. En 1 minute, ok. Donc Les Hawkers, on est une néo-assurance. Aujourd'hui, on est une assurance 100% digitale. Ce qu'on propose, c'est de rendre accessible et avoir une accessibilité fluide et tout en autonomie, l'assurance à tout Français aujourd'hui. Donc depuis l'application mobile, mais également sur l'application web, le prospect versus le client peut télécharger l'application, créer son devis en quelques clics. Donc ça, c'est assez rapide. Et puis derrière, de suivre, une fois qu'il est souscrit, toute sa vie de contrat depuis son application. Donc nous, on fait essentiellement de l'assurance de biens, ce qu'on appelle de l'IARD. Donc assurance auto, moto, habitation, téléphonie, les animaux, les vélos.
Et donc, notre objectif, c'est de multi-équiper le foyer aujourd'hui. Et donc, on est une société 100% rennaise parce que pour le coup, la plupart de nos équipes sont basées donc à Rennes. Et puis, on a aujourd'hui un service dédié au service relations clients et un service dédié à l'indemnisation au sein de nos locaux. Et puis surtout, on est une équipe tech dans toute sa chaîne de valeur pour pouvoir développer nos applicatifs. Voilà, ce que tu expliquais, donc, différents types de populations. C'est ça. Sous la même marque employeur, Exactement. sous la même structure RH, mais qui derrière ont peut-être des attentes et des envies, et puis c'est des marchés aussi de l'emploi qui sont un peu différents. Exactement. On est sur un public complètement différent, qu'il faut animer de manière complètement différente, des attentes aussi totalement différentes. Mais moi, mon objectif, vraiment, c'est d'avoir une culture complètement homogène, c'est-à-dire que je mets en place des process de la même manière côté tech que j'en ferai de côté vie de contrat ou en tout cas côté indemnisation. C'est hyper important qu'il n'y ait pas deux cultures dans une seule et même entreprise. Ok. Tu disais que tu avais commencé dans un grand groupe, donc Altran. C'est ça. Comment tu as vécu la transition d'un grand groupe comme Altran, où tu es un recruteur parmi plein d'autres recruteurs, c'est clair. Vers une entreprise, une PME, aujourd'hui en pleine croissance? Alors, c'est sûr que le gap est quand même important, tu l'as bien dit, de passer d'un numéro bis à Audrey, c'est quand même un peu différent. Je pense que c'est aussi la culture forte de Léocare qui aide en tout cas à l'épanouissement de chaque collab. Juste en face, vous ne pouvez pas voir ce que c'est un podcast, mais c'est écrit en grand « Rebelle pour atteindre les étoiles ». Je pense que c'est hyper important d'arriver dans un groupe d'une société comme la nôtre en étant pleinement qui on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis à la vie comme au travail de la même manière. Là où je pense dans les grands groupes, on n'a pas trop le choix d'avoir un côté politique. C'est-à-dire que moi, quelque chose qui m'avait frappé à l'époque, c'est de ne pas pouvoir déjeuner dans la même cafétéria, par exemple, que les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on avait chacun un peu, on mangeait tous au resto, la team management, la team fonction support, et puis les collaborateurs mangeaient de leur côté. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée, que j'ai jamais voulu retrouver après dans les entreprises dans lesquelles je suis passée. Et chez Léocare, c'est hyper important pour moi. D'ailleurs, un exemple tout vrai, Christophe et Nourdine, par exemple, n'ont pas de bureau. Nous, on a un bureau RH parce que forcément, on adresse des choses un peu plus confidentielles. Mais en soi, moi, de temps en temps, je viens aussi sur plateau. On se fond vraiment avec tout le monde. C'est ultra important. On partage des moments avec eux en tout cas, de la même manière qu'on les partagerait, je pense, avec ses amis, potentiellement, même si c'est à degrés différents. Mais voilà, c'est ce qui m'a vraiment, pour le coup, plutôt perturbée en arrivant dans un groupe comme celui-ci, de se dire qu'il y a moins ce côté politique et qu'on partage beaucoup plus de choses. Quand tu vas à la machine à café, tout le monde reste. Tout à fait. Ouais. Par contre, des fois dans les groupes où H qui arrive. C'est clair. Ou quand tu es à table le midi, où on est la team RH et puis le reste à côté, quoi. Le reste du monde. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non, je pense que ça a été vraiment ça, cette transition. Et puis de se dire que voilà, on est comme on est quand on vient dans une entreprise, c'est hyper important. Ok. Si tu parlais de la culture de Léocare, tu parlais de rebelle. Oui. Et Léocare se définit comme un rebelle avec une cause. Oui. Et comment est-ce que cette philosophie se traduit-elle concrètement au quotidien, on va dire, pour les collabs? Oui, bien sûr. Toi en tant que RH, mais aussi pour les collabs. Je pense qu'il y a un élément important aussi, c'est que ici, chaque collaborateur ne vienne pas tous de grands groupes ou ne viennent pas tous de monde de l'assurance, par exemple. On a fait le choix dans nos recrutements aussi d'avoir des personnes d'horizons complètement différentes. Pareil, dans les moyennes d'âge, c'est vrai qu'au tout début, quand on a commencé avec des très jeunes, des personnes issues de sorties d'études, etc. Puis on a commencé un petit peu plus à aller chercher des personnes qui ont peut-être plus de 10 ans, 15 ans d'expérience. Et en fait, ce qui est assez flagrant, en tout cas quand on rentre dans les locaux, c'est qu'on a vraiment une diversité de personnes dans leur mindset, dans leur philosophie. Et puis, je pense que c'est ce qui fait la force. C'est vrai, dans le monde de l'assurance, on a un peu, parfois, je vais me faire taper sur les doigts, mais des clones, où tout le monde se ressemble un petit peu. Là où chez Léocare, vraiment, c'est aussi ça d'être rebelle, c'est que, je l'ai déjà dit, tout le monde vient un petit peu comme il le souhaite. Et puis, je pense, dans notre ADN, dans la façon dont on collabore avec eux. Alors, au quotidien, être rebelle, c'est quoi ? C'est peut-être de venir avec un sweatshirt que tu viendrais peut-être pas dans le monde des assurances, forcément. C'est de casser les codes et de se dire, on fait des journées où on vient tous en pige. Je suis pas sûre qu'on fait ça dans ce secteur-là. C'est faire des soirées, effectivement, comme des Sainte-Patrick, où on a des grands fûts de bière dans la cafette. Bon, je suis pas sûre que ça se fait dans beaucoup de boîtes. Donc, vous voyez, il y a ce côté-là. Et puis, c'est rebelle aussi dans les coms que l'on fait. En interne comme en externe, ça c'est hyper important de garder tout le temps cet ADN un peu avec... C'est vrai qu'on ne me l'a pas reproché, mais par exemple dans nos offres d'emploi,
pour les plus curieux qui veulent aller voir. On a fait le choix d'avoir un esprit un peu fun, mais qui reflète en fait toutes les coms qu'on fait ici. Et alors comment ça se concrétise dans les offres d'emploi? Dans les offres d'emploi, il y a une phrase qui dit que si t'es fan de Uno, t'as un côté compétiteur, tu vas vraiment te plaire chez les Hawkers parce que c'est un peu le côté win-win, gagnant-gagnant. Et puis on challenge un peu en se disant, est-ce que toi, tu joues souvent au Uno ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est des petites interrogations qu'on pose dans les offres d'emploi. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas une offre bullshit en faisant un côté fun pour dire que c'est juste au moment du recrutement et qu'après on redevient un peu ditto classique, quoi. Parce que finalement, dans toutes les coms qu'on peut faire ici, c'est vraiment le cas. Et là, dans très peu de temps, on va lancer un nouveau concept qui s'appelle Incroyable Talent, parce qu'on a forcément des collaborateurs qui ont un talent incroyable chez nous. J'ai des rappeurs, j'ai des gens qui font de la couture, j'ai des gens qui sont littéraires. Enfin bref, on a une mixité de passions. C'est quoi ton incroyable talent à toi? Je peux le dire à tout le monde. Moi, j'ai pas un incroyable talent, mais j'ai une incroyable passion. C'est que je suis fan de Matt Pokora. Ah ouais, c'est toi? Ouais, c'est moi. T'es fan de Matt Pokora? C'est ça, exactement. Ok, alors là, on dérive un peu. Ouais, c'est vrai qu'on dérive. Ouais. Mais s'il m'entend, ce serait génial. Et pour une fois il peut écouter un podcast. Donc Matt, si vraiment par hasard tu écoutes ce podcast, c'est ça. Je te mets en relation avec Audrey. C'est clair. Mais vraiment si t'écoutes. Ouais, c'est ça, exactement. J'espère qu'il écoute. Mais voilà, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est aussi important que chacun de nos collaborateurs puisse vivre de ses passions aussi et mettre ses passions au cœur même de notre entreprise. Ok. La culture, elle s'est construite de zéro. C'est une entreprise qui a été créée il y a 2016-2017. 2017, ouais. Toi, tu l'as rejoint en 2022. Comment est-ce que tu as réussi à t'intégrer dans cette culture et je dirais, quels sont les défis spécifiques que tu vois à la construction d'une culture, d'une entreprise qui part from scratch comme ça? Alors moi, je suis arrivée effectivement en 2022 où on va dire que depuis 2021, il y avait un workshop qui avait été créé pour les valeurs. Ouais. En fait, les valeurs, elles sont pas sorties du chapeau comme ça en se disant c'est Christophe et Noureddine qui nous ont sorti, on a 4 valeurs, on y va quoi. En fait, ça s'est créé en 2021 au moment de l'hypercroissance où tout le monde s'est posé en se disant ok, c'est quoi nos valeurs? Donc on en a 4. Oui, ça s'est pas créé tout de suite. Ça s'est pas créé tout de suite. Okay. Non. Donc il y a Rebelle pour atteindre les étoiles, on a Humain avant tout, l'agilité permanente et la dernière, les Hawkers Force the Planet. Donc c'est vraiment ces 4 valeurs-là qui émènent en fait d'un workshop, d'un atelier qui a été fait avec tous les collaborateurs où tout le monde s'est mis plus ou moins d'accord. Et il n'y a pas très longtemps, en début d'année 2025, je me suis dit ce serait peut-être pas mal de poser la question aux collabs. Est-ce que, on va dire 4 ans après, ils pensent que les valeurs sont toujours d'actualité? Eh bien, comment est-ce qu'elles sont vécues par les collabs? Exactement. Et en fait, on a fait un sondage et pour la plupart, les valeurs, en tout cas, sont toujours d'actualité pour eux. Dans notre manière, en tout cas, d'un point de vue commercial, tu vois, l'esprit rebelle, c'est aussi de se dire que on sort des produits peut-être différents que les autres. Les punaises de lit, on m'en parle encore à chaque fois que je fais un entretien de recrutement, mais pourquoi, qui propose ça? Les Hawkers. On a surfé sur la vague des punaises de lit. Mais et puis surtout, je pense que celle où ça demande plus de challenge, c'est les Hawkers Force the Planet parce que ça imbrigue le côté RSE, le côté écologie, où les gens ont besoin de sentir le côté au quotidien, qu'est-ce qu'il en ressort. Donc c'est ça aussi l'importance, c'est que moi dans mon poste et dans mon job, c'est de faire vivre ces valeurs-là. Donc je les fais vivre dans des entretiens de recrutement. J'essaye de leur demander, pour eux, c'est quoi être rebelle, pour eux, c'est quoi l'agilité. C'est faire vivre au quotidien, on essaye de mettre en place des actions et autres en lien avec ces valeurs-là. Et je pense que c'est important de rappeler que les valeurs, ça évolue et que c'est important de demander à ses collaborateurs s'ils sont toujours en adéquation avec ces valeurs-là. Et c'est pour ça que c'était bien de se poser la question en 2025. Et on aurait été complètement à l'écoute de se dire, OK, on refait tout, on repart de page blanche et on essaie de remettre des nouvelles, quoi. OK. Alors, et comment est-ce que toi, donc tu es arrivé en tant que responsable recrutement, comment tu as adapté ta stratégie de recrutement en 2022 où là, les recrutements étaient vraiment en plein boom? C'est ça. Beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, à la base, je rends à César ce qui est à César. On avait à l'époque quelqu'un qui était déjà là, qui avait fait un super job sur tout le process. Je pense que ce qui était un enjeu majeur, c'est à la fois d'être dans une société qui n'est pas totalement encore connue du grand public, dans un monde comme les startups où à l'époque, je pense que ça pouvait aussi faire peur à des personnes de s'engager dans un environnement comme celui-ci. Donc c'est aussi dans les échanges de rassurer les gens. Et puis c'est surtout de se rendre compte que le marché commençait à être bien tendu et qu'il fallait faire fallait faire différemment. Différemment, ça a été quoi? Ça a été de créer de toutes pièces des parcours de recrutement avec des partenaires. Donc on a créé 2 promos. Une promo côté tech avec Zenica,
où là, on s'était dit, OK, on va former intensivement pendant plus de 3 mois des personnes qui ne sont pas du tout issues du monde de la tech à devenir des développeurs full stack demain. Avec un accompagnement de nos équipes en interne et puis l'accompagnement de Zenica qui a hyper bien bossé avec nous. Donc aujourd'hui, on l'a fait. On est plutôt fiers sur les 4 collaborateurs qu'on a recrutés à la fin de ces 3 mois. On a toujours nos charmants Alexis, Léa et Juliette encore avec nous, qui sont restés depuis plus de 2 ans maintenant. Donc vraiment former from scratch quelqu'un qui ne connaît rien à la tech, voilà, à devenir aujourd'hui développeur full stack. Donc ça a été un premier enjeu de se dire, on fait différemment parce qu'on voit bien que le monde de la tech commence à se resserrer. Et puis côté assurance, on s'est dit, OK, ça a bien marché côté tech, on va aussi le faire côté assurance. Et là, on a fait 3 promos avec l'école 301 qui est juste en bas de nos locaux, où là, pareil, pendant 3 mois intensifs, on a formé des collaborateurs sous la base du DPOI, ce qu'on fait avec France Travail. Okay. Et là, on les a formés pendant 3 mois vraiment intensivement sur nos métiers. Et aujourd'hui, ce sont des équipes qui sont du tout pas issues du monde de la science. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'avaient pas forcément de travail ou qui avaient un travail qui n'avait rien à voir en tout cas avec celui d'aujourd'hui. Tout à fait. Qui sont accompagnés par 301. Formés par nos équipes aussi. OK. C'est à vos méthodes, à vos produits, etc. C'est ça, exactement. Et du coup, vous engagez les embaucher derrière? Comment ça fonctionne? C'est ça. En fait, le deal, c'est de se dire qu'à l'issue de la formation, ils obtiennent un CDI. Ça, c'est vraiment le deal. Okay. Et donc, après, attention, faut que lui se plaise aussi. C'est pas de se dire au bout de 3 mois, si vraiment il ne voit pas d'intérêt pour lui dans sa carrière de venir chez Léocare, bien évidemment, le deal s'arrête là. Mais objectivement, c'est d'arriver à un CDI, de l'intégrer comme un collaborateur avec une formation quand même de 3 mois intensive. Ok, ça c'est top. Et comment est-ce que tu t'assurais de l'adéquation culturelle entre ces candidats, ces candidates et Léocare? C'est ça. En fait, c'est un travail qu'on a fait en amont, c'est-à-dire qu'on a aussi présélectionné, nous, les candidats. Donc ça, c'est important de le dire. Les candidats qui ont été présélectionnés par Zenica... Par 301. D'accord. Nous, on les a reçus. Ok. Mais alors, ce qui était hyper intéressant... Donc, vous ne les évaluez pas à l'époque sur la partie technique? C'est ça, sur la partie mindset. Mais voilà, c'était vraiment sur la partie... Tout à fait. Mindset et ambition. C'est-à-dire que c'est important de savoir que la personne a envie de s'épanouir aussi. Mais quelque chose qui était que j'avais jamais fait, c'était de recruter sans CV. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une salle où chacun venait se présenter, mais je ne savais rien historiquement, ni comment s'appelait la personne, d'où elle venait, quel horizon. Et du coup, c'était ultra intéressant et enrichissant, et j'en parle à chaque fois dans mes formations que je fais avec des étudiants. C'est, en fait, il faut savoir arrêter de sortir de ce CV. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut apprendre à connaître une personne de manière différente que de lire son CV, de regarder, tiens, t'as un trou entre 2017 et 2018, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, c'est hyper important d'apprendre à connaître la personne de manière différente. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que les personnes sont restées chez Léocare, c'est qu'on les a recrutés pour qui ils sont et non pas parce qu'ils ont vécu avant un CV ou une formation, quoi. Et ça, je l'avais jamais fait. Et j'ai trouvé ça tellement enrichissant humainement de rencontrer ces personnes-là et de les recruter parce qu'ils sont eux aujourd'hui et ce qu'ils vont nous apporter. Et quel conseil tu donnerais à un RH, toi, qui envisagerait de le faire? Parce qu'on a tous ce réflexe, effectivement, du CV. Puis si on n'a pas le CV, on va aller voir le profil LinkedIn, etc. Voilà. Donc, quel conseil tu donnerais et qu'est-ce qu'est la clé de réussite, en fait? Je pense qu'il faut s'enlever ces barrières et ces freins, se dire, parce que ça existe encore dans les entreprises, on recrute sur diplôme, on recrute sur concurrent. On voit des tonnes d'annonces encore aussi comme ça. Complètement. Donc je pense que c'est aussi le mindset du recruteur en face, c'est de se dire qu'il faut... Et du manager, moi je dirais. Aussi. Non. Alors c'était un gros travail, je vais pas te mentir. Parce que excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est effectivement, il y a le recruteur, sa posture, c'est un sujet. Mais des fois, il y a le manager qui est rattrapé un peu par l'histoire et qui dit ouais, bon, en fait, t'as fait quoi avant? Mais je pense t'as eu des jumelles? Oh là là. Non, mais. C'est vrai. Je fais des clichés, hein. Mais voilà, malheureusement, ça existe toujours. C'est vrai. Mais je pense que ce qui est hyper important, c'est de sortir effectivement de ces clichés-là, mais c'est aussi de donner de la valeur à la personne qu'on recrute, c'est-à-dire d'expliquer au manager que il va gagner en efficacité, en productivité, parce qu'on voit bien dans son mindset la posture qu'il peut adopter, sa polyvalence, son énergie, et on se dit que, voilà, on capte la personne qui va très rapidement monter en compétences. Et c'est horrible de se dire, bah oui, parce que il a vécu pendant 3 ans dans une boîte où il a fait la même chose, mais en fait, la personne peut peut-être s'ennuyer s'il refait encore ça pendant 3 ans chez nous. Alors que quelqu'un qui n'a jamais fait ça a peut-être envie de donner le maximum demain. Je pense qu'il y a un côté aussi loyal que peut avoir le candidat, de se dire, c'est cool, la boîte m'a donné sa chance dans un métier où j'aurais peut-être pas pu le faire chez quelqu'un d'autre. Et donc, je trouve qu'on a un rapport avec ces personnes-là complètement différentes que quelqu'un qui a toujours vécu dans des boîtes qui sont similaires aux nôtres ou qui a toujours eu le même job depuis 15 ans. Je trouve que c'est vraiment pas du tout la même façon de le manager et la même façon de le fidéliser. C'est vraiment important, je trouve. Alors, dis donc si moi, si je suis collaborateur d'une boîte d'assurance,
depuis 10-15 ans que je postule chez toi, tu vas me regarder quand même, Bien sûr, je vais vous regarder, sinon Christophe Inoridine me taperait sur les doigts. Mais bien sûr, je vais regarder. Par contre, là où je vais être un peu plus exigeante, c'est que je vais demander qu'est-ce qu'il veut faire chez nous. C'est-à-dire que quelle est sa valeur. Oui, tu n'as pas de doute sur la partie compétences techniques, c'est pas de doute, c'est tout à fait ça. Par contre, qu'est-ce qu'il lui peut nous apporter? Et ce qui est hyper important et qui demande de l'exigence, c'est est-ce qu'il va s'adapter à un environnement comme le nôtre? Quand il a connu un environnement comme il connaît aujourd'hui, qui est complètement différent, qui casse complètement les codes de ce qu'il peut le connaître aujourd'hui, c'est ça où je vais vraiment aller creuser et chercher. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter dans un environnement comme celui-ci? Ok. Voilà. Alors pour les toucher, ces candidats, ces candidates, ta marque employeur, vous avez fait quoi? Vous êtes différenciés comment? Ouais. Alors, je ne sais pas si on se différencie de tout le monde, mais c'est quoi vos strates marque employeur en fait? La strat, alors là, je suis en train de tout retravailler là-dessus pour 2025. Je pense que ce qui est ultra important, et c'est vrai, j'ai fait travailler mes étudiants là-dessus, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur même de l'entreprise. En fait, c'est cool les aspects recrutement, mais vraiment comment les gens s'épanouissent ici. Donc, c'est passer par plus d'interviews. On a fait quelques vidéos sur, par exemple, la cooptation, Coop ton pote, qu'on les a appelés. Et ça, je trouve que quand les vidéos sortent, il y a déjà en interne, ça donne envie aux gens de coopter, parce qu'ils se disent « Ah, c'est cool, c'est vrai, j'ai coopté un ancien collègue, un pote, etc. » Et puis d'un point de vue externe, c'est de montrer un peu ce côté environnement où en fait il y a un esprit un peu dynamique, jeune. Ça, c'est la marque employeur qu'on veut vraiment développer, et c'est aussi de savoir que les gens s'épanouissent ici. Moi, c'est un point hyper important. Et je vais me taper sur le doigt, mais c'est vrai, les gens me disent « Ouais, en fait, on n'évolue pas trop, c'est compliqué d'évoluer dans une boîte comme celle-ci. » C'est juste qu'en fait, je pense qu'on ne communique pas assez sur les évolutions qui sont faites en interne. Donc ça, c'est aussi la marque employeur, ça passe par l'externe, mais ça passe aussi par l'interne. Et donc, c'est mettre en lumière les collaborateurs qui ont évolué chez nous, les retours d'expérience. Je suis passée d'un poste de conseiller à un poste de manager en 1 an. Comment c'est possible dans d'autres boîtes de faire ça? C'est expliquer aussi cette marque employeur, de se dire qu'on a une culture d'entreprise où on est beaucoup dans la bienveillance, certes, mais aussi dans toi, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Ok, tu as des compétences clés, vas-y, développe-les, on crée une nouvelle mission, on crée un nouveau poste. Ça, c'est hyper important, je pense qu'on n'a pas ailleurs. Donc, la marque employeur, vraiment, pour moi, elle doit en découler sur ce qui se passe vraiment en interne, au cœur même de nos activités. Donc là, on va sortir plein de vidéos en lien avec ce que font nos collabs au quotidien, qui ils sont en dehors de l'EOCare. Et puis, ça va passer aussi par l'envie aux prochains talents de venir nous rejoindre pour expliquer ce qu'ils font à côté. Ok. Tu utilises, t'as une vraie strat sur ton site carrière ou pas? Ou est-ce que pour toi, en fait, c'est pas plus que ça, le site carrière? Non, franchement, on a fait le choix de créer notre propre site carrière et de pas aller sur des plateformes. Enfin, par exemple, j'utilise ATS Team Tailor, qui me proposait l'alternative du site carrière aussi, comme le fait certains confrères dans des startups. Et avec Christophe Jaffar, on s'est dit non, mais en fait, il faut faire notre propre site où on a notre propre culture, qu'on apporte notre propre. L'avantage, c'est que vous avez des développeurs en interne. Et voilà, c'est ça, exactement. Il y a un gros avantage. On a fait un gros travail en 2023 avec toute la team product, la team du coup dev, et puis on a sorti notre site carrière. Et en fait, je pense que le site carrière, c'est un peu notre bébé, on va dire, de notre marque employeur interne aussi. Il y a une fierté. On fait des shoots photos où on shoot les gens pour le site carrière. On fait des interviews pour les mettre sur le site carrière. Enfin, on sent qu'en interne, les gens aussi se sentent impliqués dans le site carrière, dans comment le faire évoluer et ce qu'il en découle. Et puis moi, ça m'aide. Clairement, quand je fais un recrutement, je demande toujours est-ce que vous avez été jeter un œil sur notre site, ce que vous avez vu. Un truc tout bête aussi, la partie avantages sociaux. C'est très souvent dans les annonces, c'est bien de le mettre, mais je pense que c'est bien de le faire apparaître aussi sur un site carrière. Claire. Et puis il y a des avantages sociaux, on essaye de se démarquer, c'est difficile parfois. Quand on met encore sur les annonces les titres de transport à 50%, juste rappeler que c'est obligatoire. C'est juste la loi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est plus, pour moi, c'est plus vraiment un avantage. Par contre, quand on dit qu'on a mis en place dans une jeune société comme la nôtre un compte épargne-temps qui n'existe pas partout, c'est important de dire aussi qu'on offre un jour d'ancienneté au bout de 5 ans. Dans une boîte comme la nôtre, je sais que parfois ça se fait dans des grands groupes, mais ça se fait pas forcément dans des petites boîtes comme les nôtres. Voilà, c'est de mettre en place en tout cas et en avant des avantages que dans les sites carrières qu'on ne voit pas dans les annonces. Moi, je trouve que c'est ça qui est important aussi dans les sites. Oui, c'est clair. Et sur les avantages, il y a plein de possibilités qu'on peut mettre en place dans une structure. Quand on n'a pas les moyens d'un grand groupe, ni vous, ni moi, encore moins avec We Feel Good, on a les moyens de grands groupes. Il y a plein de petites astuces qui permettent effectivement de trouver des solutions, de se différencier, etc. Et 50%, effectivement. Non, pourtant, ça existe encore. C'est encore dans beaucoup d'annonces. C'est sûr que quand tu vois dans des offres d'emploi salaire fixe mensuel, tu fais waouh. Titre de transport. Titre de transport à 50% et mutuelle à 50%, tu dis les gars,
Voilà, C'est vrai. soyez. Enfin, c'est juste la base. On n'a pas parlé de l'onboarding. Oui, tout à fait. Vous avez quelque chose de particulier sur l'onboarding Ouais. ou comment vous l'avez travaillé en fait? Alors pareil, moi je suis arrivée en 2022 où on était en pleine restructuration de l'onboarding. Donc j'ai Ouais. vraiment participé from scratch à cet onboarding-là, donc plutôt très cool. Moi, il y a une chose qui est hyper importante, c'est vrai qu'un préavis de 3 mois, ça peut être hyper long pour un candidat qui vient dans l'entreprise. Ce que je dis aux managers et aux équipes avec qui vont travailler demain, ne me le laissez pas dans la nature, cette personne-là. Il faut que vous entretiez un lien avec lui. Vous avez pas renoncé au préavis par contre? Alors non, D'accord, la période d'essai existe toujours. exactement, tout Ok. à fait. La seule chose, effectivement, pour moi, ce qui est hyper important, c'est qu'on invite la personne qui va venir d'ici 3 mois avec nous à Ok. toutes nos soirées. Donc ça, il est convié. Donc elle peut venir. Enfin, moi, par exemple, je l'ai fait par expérience quand j'ai été recrutée chez les Hawkers. On fêtait l'anniversaire de les Hawkers. Je suis venue, je connaissais personne. Bon, au début, tu te sens pas trop à l'aise, quoi. Mais finalement, c'est cool parce que les gens viennent vers toi, te demandent: ah oui, tu vas arriver bientôt. Je trouve que ça, c'est hyper important de se sentir déjà pré-onboardé avant l'onboarding en lui-même. On envoie toujours une petite carte postale avec nos valeurs. Donc Ok. j'ai écrit un petit mot à la mano pour lui dire hâte de te voir arriver chez nous, juste un petit clin d'œil sur nos valeurs. Voilà. Et moi, pendant très longtemps, Donc ça, je reçois la carte postale avant d'arriver. Ouais. Exactement. Ok. Tu la reçois généralement une fois qu'on ait envoyé le contrat de travail. Moi, souvent, je fais partir la carte postale, donc dans ton premier mois, on va dire, avant nos échanges. Donc ça, c'est hyper important. Donc le convier, je demande aux managers et aussi aux équipes de faire un déj avec la personne en lui disant t'es dispo quand, tu peux venir, on peut déjeuner, on discute, etc. Ça permet aussi de créer un lien avant. Comme ça, la personne, quand elle arrive le jour J, elle a repéré des têtes, elle voit qui est qui, même si elle connaît pas tout le monde, mais c'est Bien hyper sûr, important. bien sûr. Ouais, mais Moi, pour il y a moi, déjà c'est un hyper petit peu de vécu les Hawkers avant ça. le à vrai fait. premier jour. Tout à fait. Et puis après, une fois qu'il est arrivé, voilà, le petit welcome pack comme d'habitude, où c'est important qu'il ait son petit cahier, son petit crayon, sa tasse, voilà, qu'il se sente un peu comme tout le monde chez les Hawkers au quotidien. Hyper important, mais vous allez dire, c'est peut-être bête d'en rappeler, mais d'avoir un ordinateur où tout est installé, qu'il soit chargé, qu'on n'est pas en train de te dire alors attends, faut que j'aille voir un tel pour lui demander de t'installer ça, etc. Ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a toutes ces phases où il a un accompagnement, il a un calendrier sur son mois, où il sait qui il va rencontrer à quel moment. Il a un point post un mois avec moi, et puis pareil, il a ses one-to-one hebdo avec son manager. Mais voilà, il est suivi au quotidien. Et puis moi, j'envoie aussi des questionnaires de pré-onboarding, on va dire, pour prendre la température, de savoir comment il a vécu son onboarding chez nous. Ok. Et puis après, on a la phase de session d'onboarding qu'on fait, donc nous, sur une format de 3 heures, un après-midi, où là, c'est plutôt ludique. On fait venir tous les collaborateurs recrutés dans les 3 derniers mois, de services complètement différents. Et puis, on passe ensemble un bon moment où pendant 3 heures, on a un memory avec la tête de nos collègues. Donc, on s'ajoute sur tu te souviens qui est qui, etc., etc. Et puis, on essaye aussi de parler aussi de nos valeurs, eux, ce qu'ils en pensent, post-arrivée, comment ils les voient, comment ils les exploitent. Puis moi, ça me permet aussi de voir le degré de formation qu'il a pu avoir, est-ce qu'il y a des choses qui lui manquent, et puis de revoir la barre s'il faut. Ok. Tu donnes des cours à l'ESG. Oui. Pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte quoi? C'était important pour moi d'aider. En fait, j'ai vécu avec des formateurs où j'ai trouvé hyper plan-plan à l'époque. Et je me disais, mais en fait, il faut... On citera pas le nom de ton école, alors? Non, pas du tout. Non. En vrai, je trouve que des formateurs qui sont vraiment au cœur même de leur métier, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est-à-dire que moi, je leur dis bien. Après, à défaut, ils pourront peut-être commenter sous le podcast, mais c'est hyper important que je vienne en leur disant, je suis Audrey, mais je suis aussi responsable dans une boîte où je m'épanouis et je vais vous montrer ce que je fais. Alors après, je leur parle beaucoup de les Hawkers parce que c'est la boîte dans laquelle je suis, donc ça c'est hyper important pour moi. Je les fais parfois aussi un peu travailler pour moi, c'est-à-dire que je leur demande leur avis. Je leur ai demandé l'autre jour de me faire un audit sur notre marque employeur. Ils ont fait des petits groupes, ils m'ont fait des prêts, ils m'ont dit ça t'es pas bonne, ça ce serait bien que t'améliores, etc. Je m'en suis servi derrière moi pour faire mon plan de roadmap de l'année, donc je les remercie pour ça. Mais pour moi, ça me permet aussi de faire de la veille. En fait, je pense que quand t'es tête baissée dans ton métier au quotidien, t'as beau lire des bouquins, écouter des podcasts, des super podcasts, Florent, mais je pense que t'oublies un peu de le faire d'un point de vue quotidien. Ouais, parce qu'on est régulier. tous... Bah oui, parce que puis t'es pris dans le quotidien. C'est ça. C'est classique. Hein. Tout à fait. Et en fait, le fait de rencontrer ces jeunes qui sont en plein dedans, ça me ramène à des trucs, ça me fait sourire. Ils ont ils ont des philosophies qui sont totalement éloignées parfois de la mienne, parce que j'ai pas vécu dans des... Enfin, par exemple, j'en ai une l'autre jour qui me dit « Quoi ? Tu fais des onboarding de 3 heures où tu demandes aux collaborateurs de rester jusqu'à 18 heures pour faire une intégration, pour faire un pot derrière ?» Alors moi, je lui dis « Bah oui, 18 heures, enfin 18 heures. Ah non, mais nous, 17 heures, tout le monde est parti. Hein.
Ah, je me suis dit, ah ouais, culture d'entreprise, pas la même que la mienne. Leur mindset aussi RH, qui est plus du tout le même que le mien. Je leur ai demandé. Plutôt que ça a changé, toi. Totalement. Parce que toi, t'as quitté l'école il y a 7-8 ans, à peu Ouais, près. c'est ça, à peu près. Plutôt Ouais. qu'il y a un vrai décalage. Ah ouais, totalement. Ouais, ok. Totalement. Ils ont. C'est une jeune génération qui attache aussi. Je leur ai fait un cours là-dessus où je leur ai demandé qu'est-ce qui est, selon eux, important dans une offre d'emploi. Tu vois, un truc tout bête. Ouais. Premier truc, c'est salaire, en premier. Ouais. Là où je suis pas sûre que moi, il y a 7 ans, j'aurais sorti un truc pareil. Tu penses qu'ils ont raison ou tort? Je pense qu'ils ont raison. Ouais, moi aussi. Ils ont raison. Bah ouais. Parce qu'à un moment, tu travailles pour t'épanouir, mais C'est ça, tu travailles aussi pour vivre et puis pour avoir tes Exactement. loisirs, pour aller au concert de Matt Pokora, etc. C'est ça, exactement, ça me coûte super cher, ça. Mais c'est vrai, je pense qu'ils ont pas tort. Et puis après, ils ont raison sur des choses aussi. Il faut arrêter de faire du bullshit. Par exemple, je les ai un peu challengés là-dessus, mais ils m'ont dit, pourquoi vous partagez pas, par exemple, j'avais fait une galette des rois avec les équipes, etc. Pourquoi tu partages pas ça sur tes réseaux et autres? Genre juste que pour moi, c'est normal qu'on fête les vœux avec nos collaborateurs. Et en fait, il y a rien de pire qu'une entreprise qui en fait trop. On a fait ci, on a fait ça, et ben eux, pour eux, c'est important. Ils vont regarder tout de suite les réseaux sociaux de l'entreprise. Chose que j'aurais pas fait, moi, il y a 7-8 ans, d'aller checker ça. Glassdoor, tu vois. Moi, j'en fais un cheval de bataille en ce moment. Parce que, en fait, on a des avis de merde qui nous sont arrivés, qui nous sont tombés dessus il y a des années, où j'essaye de faire en sorte... C'est un vrai sujet. Hein. Ouais. On accompagne pas mal de clients là-dessus, sur Glassdoor et Indeed. Tout à fait. Honnêtement, tu vois, de 2016 à 2022, personne nous en parlait. C'était pas un sujet. Moi, quand j'en parlais aux boîtes, ils me disaient, je vais pas mettre 1 euro là-dedans, c'est bon. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des clients que je n'accompagne que là-dessus, par exemple. Mais moi, j'ai des... Parce que c'est un vrai enjeu pour eux, et ils se sont pris... injustement ou justement des mauvaises notes pendant des années, et aujourd'hui quand t'es à j'ai même pas regardé où est le cas, mais quand t'es à 4,3. Combien? 4,3. Ah oui, non, ça va. Non, moi, tu vois, j'ai des clients qui viennent me voir, ils sont à 2,5, 2,6, et quand t'as 150 avis comme ça, pour remonter, c'est ça. Waouh, il en faut des paquets d'avis à 5 sur 5 pour remonter, quoi. Donc après, c'est des maths, hein. Mais ça fait c'est un vrai enjeu, je pense. Donc voilà, moi je t'ai interrompu, mais donc du coup tes étudiants, tes étudiantes, eux ils vont regarder ces sujets-là. Tout à fait. Eux, c'est hyper important, l'image. En fait, c'est ça, l'image en fait qui est à l'extérieur. Mais des choses toutes bêtes. Ils m'ont dit, par exemple, partager des stories du quotidien. Et ça, c'est des choses qu'ils aiment parce qu'ils sont habitués à être sur les réseaux sociaux. Alors, je suis pas boomer non plus. J'ai que 30 ans. Mais c'est vrai que moi, je m'attache peut-être un peu moins à cette partie-là. Boomer, hein. Non, je sais fort. Mais je sais que je m'attache peut-être un peu moins à cette partie de réseaux sociaux que eux en y ont vraiment m'ont donné ça comme un avantage. Puis les avantages sociaux. Ils vont chercher quel est l'avantage différent et voir une mutuelle qui paye à 100%, ça va les intéresser, tu vois. Là où moi, clairement, je me serais pas posé la question il y a 7 ans. Vraiment. C'était pas le sujet. Et Glassdoor, si je reviens juste là-dessus, ce qui est important, c'est que moi, je suis revenue de congé mater en 2024 et j'ai fait mes premiers recrutements en septembre, là. J'ai eu 3-4 candidats qui m'en ont parlé. Je me suis dit, ah ouais, en fait, ça veut dire que là, ça commence à revenir un peu sur le tapis. Donc, je me suis dit, vas-y, il faut que je fais un plan d'action. Donc, depuis mon retour de congé mater, je bosse vraiment là-dessus avec mes équipes, les équipes en interne, les managers et autres, en disant, voilà, même les candidats que je rencontre, avec qui, même si je vais pas aller au bout du process, mais qui s'est très bien passé, je leur dis, laissez-moi un petit avis, etc. sur Glassdoor. C'est important aussi un candidat qui laisse un avis sur le process. Ça, je trouve ça important. Et voilà, et on travaille là-dessus. J'essaye de faire en sorte que les avis, ce soient des avis de base de volontariat. C'est-à-dire que je suis pas là en train de dire, mais un avis absolument. Et je leur dis à beaucoup, en fait, c'est juste de vous dire que vous auriez peut-être pu être dans ce cas de figure où vous cherchez un poste et que quand vous allez sur Glassdoor, vous voyez des avis un peu positifs, ça va vous donner envie de venir. Donc dites-vous que le prochain talent qui reviendra, c'est peut-être grâce à votre avis qu'il est là aujourd'hui, quoi. Donc j'essaye d'évangéliser un peu le côté Glassdoor. Ok. C'est quoi ton plus grand défi que tu as eu chez les OKR? Alors, je pense que c'est un défi qui est encore de taille aujourd'hui. Okay. C'est l'homogénéisation de la culture. Parce qu'en fait, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as un environnement tech qui n'ont pas les mêmes attentes qu'un environnement qui sont issus plutôt des mondes de chargé de clientèle, on va dire ça comme ça. Donc, c'est comment faire en sorte d'avoir des plus et des moins de chaque côté et que les moins servent aux plus. Enfin, tu vois, c'est un peu ça qui est compliqué quand même. Donc, je trouve que c'est le plus gros défi aujourd'hui. Et puis, un gros défi aussi, c'est comment donner du sens aux gens. Tu vois, comment on en reparlait tout à l'heure dans les escaliers, on montait, on parlait de télétravail. Mais comment se dire que quand il vient au bureau, il a plus que ce qu'il n'a pas chez lui. Tu vois, quand j'ai un collab qui me dit, ouais, mais moi je passe ma journée en réunion, ça sert à quoi que je sois en open space? Parce que je parle pas avec mes collègues, je suis en réunion toute la journée, donc autant que je sois chez moi. Ok, donc ça veut dire que concrètement, moi je suis censée dans mon job lui faire comprendre que si c'est cool de venir là parce que tu vas à la pause café éventuellement entre deux réunions, tu vas discuter avec quelqu'un et tu auras une info que tu n'avais pas. J'essaye de faire en sorte de mixer les bureaux, que ce soit qu'on arrête d'avoir un bureau qu'on s'attribue
Donc ça, une fois par mois, là, on l'a fait le mois dernier, où hop, moi j'étais sur le plateau, tout le monde s'est un peu, tu vois, échangé, on a pas fait échanger nos mamans, mais on a fait échanger nos bureaux, tu vois. Moi, je pense que c'est des choses comme ça. Et puis, un collab qui m'a fait un retour intéressant, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler de locaux et de bureaux. En fait, il faut que ce soit vu comme sa deuxième, pas maison, tu vois, mais un lieu cool où tu peux venir et des choses que tu n'as pas chez toi que tu peux faire ici, tu vois. Donc ça, c'est pareil, j'essaie de réfléchir, je veux faire de la sophrologie le temps du midi, des choses ils peuvent peut-être pas avoir le temps de le faire chez eux. Enfin, voilà, c'est ça aussi l'enjeu fort, c'est de donner du sens aux personnes pour revenir en présentiel après ces années de Covid où on a vécu un peu chacun dans son coin. Sans être anti-télétravail, parce que c'est pas le sujet. Ah non, du tout. Ouais. Aucun sujet là-dessus. Le télétravail chez les Hawkers est bien 3 jours 3 jours et 2 jours de présentiel et 2 jours côté assurance. Pour moi, c'est hyper important qu'on homogénise vraiment la culture et le mindset de tout le monde, quoi. Ok. Est-ce que tu as commis une erreur depuis que tu es arrivé ? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir commis une erreur et qu'est-ce que tu en as appris surtout ? Ouais. Alors, je sais pas si j'ai commis de grandes erreurs. Personne n'écoute. Hein. Ouais, c'est vrai, personne n'écoute. Non, mais il y a des recrutements où je peux me planter. Ouais. Mais parce que je suis persuadée de moi quand je le rencontre. Puis attention, on est aussi dans un environnement d'entreprise où ça bouge beaucoup, les process bougent, les missions peuvent bouger, ton poste peut bouger, etc. Il y a des nouveaux produits régulièrement, exactement, comme tu disais. C'est ça. Et puis voilà, je pense que c'est difficile. Des fois, je suis convaincue que le mindset va pouvoir bien, enfin en tout cas coller chez nous, il va s'épanouir parce qu'il a envie de cette polyvalence, mais très vite, il va se rendre compte qu'il va sortir de sa zone de confort. Et parfois, il y a des gens qui sont pas prêts à sortir totalement de sa zone de confort. Donc je pense que j'ai fait quelques erreurs de recrutement, c'est vrai, où on a dû se séparer de certaines personnes parce qu'on voit bien que ça va pas marcher. Alors que moi, je suis têtue et que je suis souvent là pour prouver aux managers que si, ça va marcher. Et des fois, ils me font confiance comme ça là-dessus. Ce qui est pas évident quand tu arrives aussi dans une boîte où tu es arrivé après tout le monde, notamment les managers, parce que la plupart des managers sont arrivés avant moi quand même. C'est d'avoir la légitimité, de dire non mais en fait tu m'écoutes, je sais de quoi je parle, je fais du recrutement depuis longtemps, je pense que ça va marcher. Après je suis contente quand il vient me revoir en disant bah alors il paraît que ça allait marcher, mais t'as vu, ça me fait sourire. Mais c'était pas évident de gagner leur légitimité. Et moi il y a un truc qui est vrai et je fais, c'est que je suis là pour quand ils rencontrent le candidat, c'est que moi j'ai déjà fait la présélection avant et je lui fais pas perdre de temps. Donc moi il va rencontrer les candidats que j'ai vraiment passé 45 minutes avec eux, je sais de quoi je parle. Et je pense que c'était pas évident. Il y a des recrutements où je me suis plantée, c'est vrai. Ok. J'assume. Ouais, c'est la vie. Hein. Après, ça reste de l'humain. Hein. Ok. Allez, ton petit conseil que tu donnerais à une nouvelle personne qui voudrait rejoindre en RH les Hawkers. Ok. Mettons que tu as un poste à recruter en RH, quel conseil tu donnerais avant d'arriver ? Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse preuve de polyvalence. Par contre, ça, c'est indéniable chez nous. C'est-à-dire que si, tu vois, pour le coup, on l'a déjà un peu vécu, si tu veux faire que de l'admin du personnel et tu ne veux t'attacher qu'à ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour nous, il faut que on est toutes les trois, on a chacune notre responsabilité de compétences complètement différentes. On est vraiment très complémentaires les unes et les autres. Par exemple, je vois les filles, c'est pas du tout leur délire de faire de la créativité dans nos process, par exemple. Et ben, une va créer le process et l'autre va mettre sa créativité dedans. Tu vois, et c'est comme ça. Et si t'es têtu en te disant, bah non, moi je veux faire la même chose que j'ai fait ailleurs et faire un peu façonner juste comme ça, c'est pas possible. Et puis il faut aussi que t'acceptes qu'on a des Noureddine et Christophe qui sont hyper bienveillants et surtout hyper impliqués dans tout ce qui est sujet RH. Tous les deux Tous les deux. Pas un plus que l'autre. Non, pas un plus que l'autre. Vraiment, pour le coup, c'est hyper important pour eux et quotidiennement, ils nous challengent. Tu préfères Noureddine ou Christophe ? Non, je peux pas dire ça. Mais ils ont chacun, eux aussi, pour le coup, ont vraiment une complémentarité. C'est vraiment deux personnalités différentes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est juste pour dire que c'est pas souvent quand même qu'un cofondateur, que deux cofondateurs soient autant impliqués dans des process RH. Moi, dès que je mets quelque chose en place, j'en parle avec eux, ils me challengent, ils me disent mais t'es sûr ? Et en fait, moi, je trouve ça cool d'être managé, parce que je suis managée du coup par Noureddine, par quelqu'un qui n'est pas issu de mon métier. Pourquoi ? Parce que ça te permet de sortir, il va te poser des questions que toi, tu ne te poses plus depuis des années. Et donc, ça permet vraiment de te sortir de ta zone aussi de toi de confort. Et des fois, il peut être un peu chiant sur certains sujets. Je ne lui l'enlève pas. Mais du coup, moi, ça m'aide vraiment à aller plus loin et faire des choses un peu différentes aussi. Donc, je pense que le conseil, si tu viens chez les Hawkers, il faut que tu acceptes de faire complètement différent que ce que tu faisais avant. Si tu viens ici en te disant je vais faire la même chose, je vais répliquer ce que j'ai fait avant. C'est mort. C'est mort. Ça va être compliqué. Et pour le coup, on a vécu des personnes qui sont arrivées ici en voulant faire cette partie-là et que ça n'a pas du tout marché. Ok. Est-ce qu'il y aurait une anecdote pro que tu n'as jamais racontée à un micro que tu nous raconterais aujourd'hui ? Ouais, mais pas chez les Hawkers.
Ah, tu fais ce que tu veux. En fait, je faisais de la paye quand je bossais en intérim. Franchement, Ok. je suis très nulle. Ok. Je vais dire vraiment quelque chose où je me fais pas taper sur le doigt parce que je fais pas de paye chez Eocare. Mhm. J'ai payé un mec 2 fois. Ah, t'es généreuse. Je suis hyper généreuse. Ah. Et en fait, si mes anciennes collègues m'écoutent encore, avec qui je suis en contact, elles ont suivi le bébé pendant plus de 5 ans après moi parce qu'il a jamais voulu rendre l'argent. Ah oui. Voilà. Et vu que c'était de l'intérim, on était aussi en litige avec l'entreprise avec laquelle il est employé, puisqu'on n'a pas. Enfin, voilà, bref. Donc, il y a pas. Enfin, il y a 2 ans maintenant, mes collègues m'ont écrit en disant c'est bon, nous avons fini ce dossier-là, nous l'avons clôturé, merci beaucoup. Et c'était depuis 2018 que c'était encore en cours, quoi. Donc tu ne postuleras jamais un poste de paye. Pas du tout. Non, Alors, je sais que c'est pas en ton job. vogue, hein, il paraît que c'est hyper bien. Enfin, il y a plein de postes là-dessus, mais vraiment, c'est pas fait pour moi. Trop de chiffres. Moi, je suis une créa, je suis pas fait pour les chiffres, quoi. Ouais. Donc voilà, l'anecdote que je pourrais pas raconter. Donc si cette personne-là m'entend, j'espère que tu t'étais acheté une super voiture avec l'argent que je t'ai donné, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer à ce micro? Soit qui sont comme toi, RH en entreprise, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la fonction RH, Ouais. ou qui sont à la tête d'une solution RH que tu trouves plutôt chouette, que tu utilises peut-être. Ouais, Ça- alors je pense que, mais peut-être que tu as déjà. Moi, Vas-y, je suis hyper fan de Tim Taylor pour le coup. Ok. J'utilise ATS, je trouve que c'est un ATS. Alors attention, c'est un ATS où tu peux faire une Ferrari. Moi, je pense que je suis encore avec la Clio 3 Ok. parce qu'il y a tellement de fonctionnalités. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'interviewer quelqu'un qui vient de Tim Taylor parce que, non pas pour faire la promotion de Tim Taylor, Non, c'est autre chose. mais de Ok. la réflexion Ok. parce que vraiment même les statistiques, etc. Moi, je trouve que depuis que j'utilise ces annonces-là, en tout cas que sur le multiposting, j'ai moins de choucroute et tu vois, de boudin entre guillemets dans tous les CV qu'on peut recevoir qui parfois n'ont rien à voir avec l'intitulé de poste ou même les missions qu'on demande. Et ils arrivent je dirais sur 10 CV, t'en as au moins 4 qui correspondent parfaitement à ce que je cherche. Et donc, j'ai fait des stats sur les années précédentes dans mes KPI pour voir voilà, d'où viennent les recrutements que j'ai faits. Et beaucoup viennent de Tim Taylor par l'annonce. Et j'ai encore fait le cas l'autre jour où Nourine m'a dit « Ce candidat vient d'où ?» Je lui dis « Tim Taylor ». Et c'est lui qui m'a dit « Ah ouais, en fait, c'est plutôt bien calibré. Ça correspond plutôt bien. » Donc, moi, je pense que ça pourrait être intéressant de savoir d'où en découle cette réflexion de tous Ok. ces stats et de d'où ça Ok. vient, comment ils ont fait le lien avec Ok. pourquoi ça marche aussi bien, quoi. Ok, top. Ce Voilà. podcast n'est pas sponsorisé par Tim Du Taylor. tout. Voilà, qu'on soit très clair. Alors, tu parlais de ta veille. Ouais. Du coup, toi, aujourd'hui, quel est ton quotidien pour réaliser ta veille, au-delà Ouais. de tes partages avec les étudiants, etc. Bah, en fait, je pense que quotidiennement, on n'a pas trop le choix parce que vu qu'on parle de from scratch sur plein de sujets, Ouais. j'ai pas le choix en fait d'aller benchmarker et de regarder. Tu vois, il y a pas si longtemps que ça, je regardais quelles entreprises proposaient des jours d'ancienneté, par exemple, tu vois, parce que nous, on l'a déjà mis en place chez les Hawkers, mais je voulais voir, voilà, est-ce qu'on était plutôt bien, est-ce qu'on était... Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de concurrents qui le font pas. Enfin, ça, c'est intéressant. Et puis, bah, on a une bibliothèque partagée ici où on achète régulièrement des Ok. livres. T'achètes Donc- des livres RH? Ouais, j'ai quelques livres RH qu'on a mis à disposition qui concernent beaucoup plus les startups en l'occurrence. Oui, ok. Donc ça, on les partage aussi. Tu peux citer hein, si tu as des livres Ouais, RH. alors j'ai plus le Ou des nom. auteurs qui t'ont... Ouais, bah alors après, je peux citer le dernier que j'ai dans mon bureau d'ailleurs, qui est de Léo et d'Élise du coup, Oui, ok. que je me suis servi pour mes cours. Ouais. En l'occurrence, qui est hyper bien construit, qui te... À chaque page, tu as envie de faire un sourire parce que c'est assez bien construit. Donc ce livre-là, moi, je finis de le palucher parce que j'ai pas totalement fini. C'est un livre en plus assez épais. Hein. Un peu épais quand même. Et je vais le mettre à disposition des collabs. Parce que je trouve Ah, ça cool. intéressant aussi qu'ils puissent voir. Parce que, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans leur livre, hein, c'est que le livre n'est pas fait que pour des recruteurs, n'est pas fait que pour des RH. Il peut être aussi fait pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ça peut aider aussi à savoir les rouages et la curiosité. Ce qui se passe derrière, ouais. C'est ça. Donc je pense que c'est intéressant que je le mette. Pour tes managers, peut-être. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on a une bibliothèque où on se partage beaucoup, donc la veille se fait là-dessus. Bon, après, je vais pas te mentir, j'ai une vie à 1000 à l'heure, en ayant 2 bébés qui Oui, je vais viennent le croire, ouais. d'avoir 1 an. J'ai pas trop de soirées pour lire des bouquins. Ouais. Mis à part les super livres d'éveil que je suis en train de lire. Peut-être que ça peut leur faire rêver à mes filles de lire les livres RH, mais il n'y a pas assez de dessin, je pense, dans les livres que j'ai. Donc je suis pas sûre que... ça T'écoutes des fait- podcasts au-delà du mien? Bah, ouais, non, non. les tiens. Après, c'est des podcasts qui vont... RH ou pas d'ailleurs? Non, peut-être, rien à voir. J'aime beaucoup les podcasts de légendes, Ah, ok. que je trouve ultra intéressants, Ouais. par la mixité de sujets ultra intéressants. Il y a un volume, hein, pas quand il en fait Ouais. 3 par semaine, C'est ça. à 1 heure de moyenne par Ouais. podcast. Moi, j'arrive pas à tout écouter, hein, c'est pas possible. Et puis un podcast où je peux parler de ma vie. Enfin voilà, Ouais. il y a une vidéo qui va très prochainement sortir sur moi. J'ai vécu un parcours de PMA.
Donc j'en parle, vivre une D'accord. carrière Ouais. en PMA et vivre une carrière chez Léo Ker. Et un podcast qui m'a beaucoup aidé, c'est les podcasts Bliss, où Oui. j'ai écouté beaucoup sur ces sujets-là et qui m'ont aidé, je pense, Ouais. voilà, je pense à me sortir en me disant que je suis pas la seule à vivre ça. Et je les trouve vraiment à chaque fois hyper bien construits et hyper enrichissants quand on écoute. Enfin, c'est hyper intéressant. Ok. Il y a des podcasts de fans de Matt Pokora? Bah, je crois pas. Tu pourrais le lancer. Ouais, je pourrais le lancer peut-être. Tu me J'espère donneras que ton t'auras le matos. Ouais, je te prêterai ton matos. Mais non, mais tu sais, j'ai un problème avec ça. Je le dis à chaque collab. Parce qu'en fait, Je taquine. quand on fait l'onboarding, je leur demande toujours de venir avec un objet qui les représente. Ouais. Moi, je viens toujours avec mon livre de maths. Et donc, voilà, mon livre, mon t-shirt, enfin, j'ai un peu une petite panoplie, quoi. Et je leur dis à chaque fois, ne jugez pas, on n'est pas là pour juger les Non. passions des uns et des autres. Et je leur dis à chaque fois que vraiment, pour le coup, je déteste partager cette passion avec les gens. Donc moi, par exemple, je suis pas la groupie qui crée des groupes, là, machin. En concert, je vais seule. Je déteste la fille qui vient avec moi, qui chante plus fort que moi, qui connaît toutes les chansons. Je déteste ça. Donc j'aime bien être dans mon truc. Donc très souvent, je vais seule. Je fais tous mes concerts seule. Et je suis très bien comme ça. Je vis ma passion moi-même, toute seule, dans mon coin. Mais je n'aime pas trop partager avec les gens, quoi. Ah, c'est. Donc, tu sais, le truc de soirée, mais des chansons de maths, je déteste. Ok. Laisse-moi vivre avec mes trucs. Oui. J'écoute mes chansons, moi. Quand je veux, et Voilà, tout mais, seul. Voilà, Ah. mais arrêtez de vouloir les écouter avec moi, quoi. Ok. Un grand merci. Mais merci à toi. Audrey. Un grand merci pour ta transparence, ta spontanéité, ton enthousiasme, qui fait Ouais. plaisir en tout cas. Ça, c'est chouette. J'espère que tu as pris plaisir. Totalement. Parce que C'était ça, hyper intéressant. c'est clé. Et j'espère que vous, en nous écoutant, en faisant, je sais pas, à la cuisine, en faisant du sport. En écoutant maths. Ouais, non, parce que du coup, il peut pas voilà. écouter maths, écouter Non, notre tu podcast. peux pas. Ouais. Voilà. En tout cas, en prenant le temps d'écouter cet épisode, vous avez aussi pris plaisir. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. À bientôt et À pour très un nouveau vite. épisode. Merci, au revoir. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!